Bon, il y a eu beaucoup de sorties durant le mois de décembre, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses à côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de films dans ce rattrapage. Alors, je vais pas vous mentir, il y a aussi le fait que j'ai pas voulu m'infliger les comédies avec des acteurs français où vous insérez des repas de famille qui tournent mal. Il y en a eu beaucoup trop. Je crois qu'il y en a eu 3-4 qui sont sortis durant les vacances et honnêtement, j'avais pas envie. Donc, ce qu'il y a dans ce rattrapage, c'est vraiment le minimum syndical et je vais essayer de me rattraper sur celui de janvier. Mais ne perdons donc pas plus de temps et abordons les quelques films que j'ai loupés durant ce mois de décembre 2024. Pas facile de rendre une histoire vraie, vraiment impactante. Surtout quand on s'inspire de quelque chose sonnant comme pas forcément très accessible sur le papier, que ce soit dans la manière d'aborder les personnages, de leur construire un parcours qui sonne comme cinématographique, et pas uniquement comme réaliste, le tout dans un environnement qui peut ne pas plaire à tout le monde. Les frères Potier livrent clairement une belle fresque, mais sans véritable envolée dramatique ou cinématographique, donnant lieu à une œuvre très classique et assez efficace, mais ne sonnant jamais comme plus que sa simple et jolie surface, le temps d'un moment de cinéma qui reste assez touchant et attachant dans ses personnages et leur avancée dramatique, mais qui ne réussit jamais ce pari assez simple de rendre iconique des protagonistes efficaces, mais sans forme de profondeur au-delà du cinéma et de ce qu'elle véhicule. Après, les deux jeunes actrices qui portent Claire et Jeanne sont convaincantes tout de même, Camille Raza et Mélanie Robert formant un duo de sœurs, pas vraiment sœurs très fort, qui reste tout de même en tête à la sortie de la salle. Un film classique, mais assez efficace dans son genre, il faut le reconnaître. Ce succès-là, je pense que vraiment personne ne l'avait vu venir. Même si sur le papier, il avait de quoi embarquer les spectateurs, difficile d'imaginer une telle trajectoire pour un long métrage qui sonnait tout de même comme assez classique sur pas mal d'aspects, notamment une histoire pas très originale dans son genre et un contexte vraiment bien français comme il faut. Au bout du compte, ce En fanfare, nouveau long métrage d'Emmanuel Courcol, est un sympathique moment d'émotion qui fonctionne assez bien dans sa logique de nous emporter dans une œuvre étonnante et attachante, sans forcément sonner comme une grosse surprise, mais simplement un délicat et joyeux moment de cinéma qui étonne par son ton, qui touche par ses personnages, qui ne surprend jamais réellement par l'avancée de ses héros, mais qui arrive tout de même à nous toucher correctement jusqu'à ce très joli final. Et surtout, il faut bien avouer que l'étonnant duo que forment les excellents Benjamin Laverne et Pierre Lotin, deux registres de jeux totalement opposés, mais qui se complètent à merveille le temps d'un film dont ils sont réellement le temps fort. C'est un joli petit moment d'émotion, assez bien mené par son réalisateur. Adapter un roman culte demande vraiment beaucoup de tact. Que ce soit simplement parce que la fanbase du roman pourrait sentir que l'on ne prend pas correctement la mesure de ce que le livre leur a apporté, ou que ce soit également parce que l'on ne réussirait pas à capter quelque chose de fort que le roman avait réussi à transmettre correctement aux lecteurs et futurs spectateurs. Les frères Boukerma expérimentent à nouveau un genre différent au travers de cette adaptation de leurs enfants après eux, une œuvre sonnant comme terriblement intense et prenante, manquant par moments de subtilité dans sa manière d'amener une émotion à fleur de peau, et parfois un peu trop brute, mais sonnant comme terriblement attachant et prenant le temps d'une œuvre de cinéma évocatrice et particulièrement émouvante, qui transporte par la forme que les deux frères réalisateurs donnent à cette épopée assez unique et sincère dans son genre. De plus, le casting fait pour beaucoup dans la réussite visuelle et narrative de ce film, Paul Kircher sonnant comme parfait dans le rôle d'Anthony, et Angelina Voret étant bouleversante dans le rôle de Steph, qu'elle rend aussi attachante que par moments détestable. Une vraie belle et pure épopée cinématographique à hauteur d'adolescent. Partir d'une idée amusante n'est pas toujours le bon départ pour un auteur. Surtout quand un auteur se rend compte déjà que son idée ressemble beaucoup à une autre, qu'en plus il n'a pas forcément les bons outils pour rendre cela vraiment passionnant, et que le pire du pire est qu'il ne maîtrise jamais pleinement son ensemble, donnant lieu à quelque chose de frustrant plus que passionnant. Yuval Adler revient donc à la mise en scène près de 5 ans après son précédent film pour nous offrir Sympathy for the Devil, sorte de mélange bariolé entre un collatéral et un associé du diable, le temps d'un film sympathique dans sa prémisse, mais qui rapidement sombre dans le vain et le triste, alignant un ensemble de dialogues parfois drôles, parfois lourds, le tout pour un ensemble qui tire un peu trop la corde durant une majorité de son temps, nous offrant des petits moments prenants, mais un tout qui au bout du compte lasse un peu trop vite, malgré de bonnes idées de mise en scène qui sont malgré tout utilisées avec un peu de banalité. Reste qu'en tête d'affiche, Joel Kinnaman est amusant, mais vite un peu trop mou, et que Nicolas Cage est un peu trop en roue libre, même si encore une fois cela se voit qu'il prend son pied à jouer au psychopathe déjanté. Cela est sympa, mais vite épuisant aussi en fait.
prendre le mythe du Père Noël et lui donner de la nouveauté. C'est un sacré challenge. C'est clairement un véritable pari sur le papier, parce que l'on peut tout aussi bien donner lieu à un moment de cinéma surprenant, quoique quelque chose de tout simplement mauvais, qui ne prend pas pleinement conscience de ce qui se doit d'être fait correctement, et créant alors un peu de folie, mais surtout un trop-plein de n'importe quoi. C'est en somme ce qui se passe avec la folie festive de Jake Kasdan Red One, qui aurait clairement voulu être un bon délire de Noël bien allumé, ce qu'il est en somme durant une partie de son temps, mais qui pousse le bouchon tellement loin dans n'importe nawak et la folie compulsive que l'on se retrouve devant un moment de cinéma assez hasardeux et bancal, qui reste assez fun par moment, mais qui va clairement un peu trop loin dans son idée de folie cinématographique, rappelant clairement les défauts déjà présents dans les 2 volets de la saga Jumanji par Kasdan. Et puis, ce casting n'a clairement rien d'étonnant dans son genre. Evans étant sympa mais sans plus, Johnson amusant mais sans décoller plus que cela, et Simmons tirant tout de même quelques sourires par une amusante performance en Père Noël bodybuildé. C'est une certaine idée que l'on se fait du cinéma. Mais c'est que ça, hein. Une bonne idée peut, si elle est bien amenée, construire un film. Je dis bien construire et non pas faire le film, car on a déjà pu l'évoquer à de très nombreuses reprises, le cinéma est souvent fait de concepts, mais un bon concept demande clairement d'être construit correctement pour ne pas simplement sonner comme une vague idée de cinéma qui ne serait pas pleinement aboutie. Romé Colette Serra a souhaité faire de l'idée de base de Carry One quelque chose de plutôt intéressant. Un moment de cinéma assez conséquent dans son fond, comme dans sa forme, comme à son habitude, pour une œuvre aussi anecdotique que très fun sur l'instant, mais surtout un moment de 7e art beaucoup trop long pour ce qu'il est. Une œuvre entraînante, mais pas assez haletante pour réussir à tenir sur la longueur. Un pari visuel et narratif qui manque de panache et de logique cinématographique, qui sonne comme très classique lorsque l'on connaît le metteur en scène. Après, Taron Egerton est bon, dans un rôle physique et charismatique qui tient à peu près la route, mais la vraie surprise vient d'un Jason Bateman tout simplement classe et amusant dans le rôle d'un méchant un poil caricatural, mais également très drôle et décalé dans son genre. Un film sans surprise donc, mais assez fun. Lui, je l'avais pas en odeur de sainteté, hein. Car même si je suis un très grand fan du travail de mise en scène et de narration de Paul Schrader, lorsque j'ai entendu parler de son nouveau film, adapté d'un roman culte, les retours que j'ai eus étaient plus que négatifs, témoins d'un vrai rejet du style du cinéaste, ne trouvant pas chaussure à son pied ici. Et il faut bien avouer qu'au Canada, est une petite déception dans son genre, qui donne tout de même lieu à un moment de cinéma prenant, au rythme très soutenu et même assez bluffant par moments, mais qui manque de logique et surtout de clarté quant à ce qu'il veut nous raconter, le cinéaste se perdant un peu dans une démarche narrative assez stérile, car même si cela est prenant dans l'instant, il faut bien avouer que remis dans son contexte global, le film ne raconte pas grand chose, voire même presque rien au final. Après, le casting est bon, voire même très bon, Richard Gere étant toujours aussi charismatique et l'excellent Jacob Elordi se permettant même à quelques reprises de lui voler la vedette en étant vraiment imposant et très charmant également. Cela ne suffisant pas à rendre le film vraiment juste dans sa globalité. Voilà, c'était un petit rattrapage. Je pense qu'en janvier, il y aura beaucoup plus de trucs, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup moins de fêtes à faire. Il y a toujours autant de bouffe, mais déjà il y aura moins de choses à organiser et moins de vidéos à préparer en amont. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. On continuera les rattrapages bien évidemment en 2025. Et n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.